Je viens d'acheter la voiture de mes rêves, la GT3 RS 2024. Mais il y a un problème. Ou deux. Peut-être trois, peut-être beaucoup de problèmes. La GT3 RS 992 est la reine des Porsche. What have they done here? Plus aérodynamique que la GT3, plus puissante que la GT3 et plus de fibres de carbone que la GT3. Mais si vous voulez en acheter une, vous devez être sur la liste spéciale de Porsche. Il faut avoir acheté un nombre ridicule de voitures juste pour être sur la liste. Donc, quand ces personnes qui sont sur la liste et qui ont pu acheter la GT3 RS viennent la vendre d'occasion, elles pourraient les vendre bien plus cher que le prix de catalogue. C'est beaucoup d'argent pour seulement 2 lettres. Mais disons que l'ancien propriétaire en a acheté une toute neuve et qu'il a eu un petit accident en rentrant chez lui. Ça pourrait être l'occasion de la voir bien en dessous du prix affiché. La GT3 RS est la prochaine. C'est parti. Tu gagnes. Je gagne. Non, c'est pas possible. Non, non. C'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Allez, c'est pas cher. Ouais. Je viens de m'acheter une GT3 RS 992, qui a non seulement été accidentée, mais a été aussi complètement immergée sous l'eau. Le problème, c'est que cette voiture a eu un accident à Washington, aux États-Unis, et qu'on est au Royaume-Uni. J'ai donc fait envoyer la voiture en Floride chez mon pote Tavariche, puis on a pris l'avion pour aller là-bas et la réparer. Nous voilà de retour en Floride. Allons voir cette voiture. Ok, donc apparemment, la voiture de Matt vient d'arriver. Oh non. Oh. Ok, ce côté-ci n'a pas l'air trop mal. Et puis ensuite, si on va de ce côté... Là, c'est vraiment mauvais. Le mieux dans tout cela, c'est qu'on a seulement vu la voiture en vidéo et en photo, donc ça va vraiment être la première fois qu'on la voit. J'ai pas vu cette partie où Hulk a tout cassé. C'est dingue! T'as hâte de voir la voiture? Oui, la voir va pas poser de problème. C'est complètement irréparable. Waouh! Ça, oh mon Dieu! Je veux dire, au mieux, il pourra retirer les fragments. Donc, même Freddy, qui a réparé plein de voitures accidentées, commence à douter qu'on puisse remettre cette Porsche en état. Mais bon, ils l'ont quand même sortie de la remorque et poussée à l'intérieur, prête pour que je vienne la chercher. C'est parti! Tata, le voilà! C'est ce pourquoi j'ai dépensé un paquet d'argent. Et on espère bien sûr pouvoir la reconstruire. T'es prêt? Prêt. T'as vu les photos, toi? Moi, je les ai pas vues. T'as pas vu de photos de ça? Je l'ai vue quand elle était dans l'eau. C'est pas bon. C'est tout ce que j'ai vu. Regarde la taille de l'aile. Oh, regarde, il y a la Porsche que t'as reconstruite dans cette unité. Ouais, et maintenant on a ça. J'appréhende vraiment, je sais pas trop quel côté je veux voir en premier. Ok. Pas mal. Oh mon Dieu! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, regardez ça! Oh là là! C'est grave de ce côté! Oh, j'y crois pas! Waouh! La voilà. La GT3 RS. C'est un peu flippant de penser que cette voiture a été complètement immergée. Sans parler de l'état dans lequel elle est. Oh, mon Dieu! Tu penses que le moteur a survécu? D'ici, on voit pas que c'est cassé. Par où on commence? Elle n'a pas un seul panneau en état. Oh, mon Dieu, regarde l'avant! Ah, c'est vraiment mauvais. Comment va le capot? C'est mort. Tout est cassé, là. Ah, bon sang! Comment ça a pu finir comme ça? Et regarde la barre anti-rapprochement. Bah, c'est bien enfoncé. T'en penses quoi? C'est vraiment mauvais. C'est nul. C'est mouillé? Ah, ça a l'air plutôt sec. Ça fait combien de temps qu'on l'a retiré de l'eau?
On devait être aux alentours de Mars. Tu sais quoi, il n'y a pas de corrosion sur ça, contrairement à la Terre. Ouais, on dirait pas qu'elle a été sous l'eau, même avec tout ça, regarde. On dirait pas qu'elle a été sous l'eau, n'est-ce pas? Je suppose que le point positif, c'est que cette voiture a été immergée dans de l'eau douce. Et contrairement au sel d'eau de mer, il ne corrode pas tout ce qu'il touche. Elle est allée directement dans une rivière. Pendant combien de temps? On n'en a aucune idée. Et comment? On n'en a aucune idée. À partir de quand est-ce que c'est plus une voiture, même en pièces détachées? J'ai regardé combien coûtaient ces ailes avant de venir. Elles coûtent 15 000 livres chacune. Juste pour ça? Juste pour l'aile. Pour ça, là? Tu ferais mieux de poser ça. Cette aile a l'air plutôt bien, non? Ouais, on ne peut pas l'abîmer. La plupart des panneaux de cette voiture sont en fibre de carbone, ce qui les rend plus légers, mais aussi beaucoup plus chers. Le passager a de la chance d'être encore en vie. Regarde ça. Regarde ça. Tu penses qu'il y avait un passager? Il y a encore tous les autocollants d'origine sur les plaques et les pédales. C'est parce que cette voiture était pratiquement neuve quand elle est tombée dans la rivière. Vous pouvez le voir sur la plaque provisoire à l'arrière. D'après la rumeur, elle revenait du concessionnaire. Quand tu commences, garde les pièces en bon état. La vidéo devrait pas durer trop longtemps. Mais bon, c'est ce que j'ai acheté. Probablement l'une des pires voitures que j'ai jamais eues. Et maintenant, on doit voir si elle peut être réparée ou non. Je pense qu'on a un bon point de départ. Alors, on veut savoir si ce moteur est bon, mais on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas la clé. Cette voiture a été complètement trempée, donc il y a probablement de l'eau partout. Donc ce serait pas une bonne idée d'essayer de la démarrer. Mais Copart a dit qu'il n'y avait pas de clé, elle n'a pas été livrée avec une clé. Ce qui, je veux dire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais il y a une chance que la clé soit quelque part dans ce bazar. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de former une équipe de recherche pour trouver la clé. Mais avant de nous lancer là-dedans, je veux préserver cette aile, parce que si on ouvre ce capot, ça va l'abîmer, et c'est la seule chose qui a l'air en bon état sur cette voiture. Et cette porte aussi. Cette porte a l'air plutôt solide, et elle est entièrement en fibre de carbone. On enlève le capot, avant qu'il n'y ait plus de dégâts. Je ne veux pas le jeter, car il y a peut-être une petite chance qu'il puisse être réparé. Le capot d'une GT3 coûte 12 000 livres sterling. Alors sur une RS, je n'ose même pas imaginer le prix. Regarde ça! Tu vas le mettre sur ton mur. Ouais, c'est vraiment léger quand même. Que se passerait-il si on branchait un pack de démarrage sur cette batterie? J'en sais rien, on peut toujours essayer. Parce que... Comme un incendie électrique par exemple, mais c'est... Donc, un extincteur? Mhm. Une batterie? Parce que je pense que si la clé est là, et que la batterie alimente quelque chose et que le tableau de bord fonctionne, le contact se mettrait en marche, car les clés sont dans la voiture. Ouais, mais si elle a été sous l'eau... Alors ça marchera peut-être pas. Dans ce cas, ouais, ça pourrait juste... ça pourrait juste faire sauter les fusibles. Porsche fait de bonnes voitures, donc je sais pas. Ouais, je vois pas de clé. Elle peut être encore dans l'eau. Mais je pense que ce serait cool de recharger la batterie et de voir ce qui se passe. Parce que ça pourrait être plutôt positif. Le mieux qu'on puisse en tirer, c'est qu'on peut pas faire pire. C'était exactement ce que j'ai dit avec mon P1. Bon, on y va. Mais avant de mettre la batterie en marche, on voulait juste enlever les morceaux de verre cassés sur cette porte. Encore une fois, c'est pour éviter d'autres dégâts. Cette chose vient de se détacher. Une fois que c'est fait, on peut sortir le câble de démarrage et voir ce qui se passe. Voyons ce qui se passe. Est-ce que ça va provoquer un incendie? Ou un court-circuit? Ou est-ce que ça va marcher? Je n'ai jamais réparé une voiture endommagée par une inondation, donc je ne sais pas par où commencer. Oh, on a de la lumière! Oh mon Dieu, les phares fonctionnent! Qu'est-ce qui se passe? Ça clignote! Regarde ça! Je l'ai jamais vu clignoter. Pourquoi ça fait ça? Si on regarde ici. Les lumières intérieures sont allumées! Prêt? Oh. Mais rien. Elle était complètement morte. Aucun tic-tac ni bruit provenant du tableau de bord. Ça veut dire quoi, que les clés sont pas dans la voiture? Ouais, mais si la clé n'était pas dans la voiture, ça te dirait qu'il n'y a pas de clé, ça ferait bip! Donc c'est le fait que le contact marche pas du tout? Ouais, il y a rien ici, il y a une sorte de problème. Mais ça pourrait être un fusible, ou alors ça pourrait être complètement grillé parce que ça a été trempé. C'est peut-être un des fusibles principaux. Un fusible 50 ampères ou quelque chose comme ça qui a sauté. Et ça couperait tout dans le courant de la voiture?
Eh bien, il se peut qu'il y en ait plus d'un qui ait sauté. On a donc commencé à vérifier tous les fusibles qu'on pouvait voir dans la voiture, pour essayer de faire fonctionner le tableau de bord. Comme ça, on aurait su si la clé était dans la voiture ou pas. Et il y avait quelques fusibles cassés, mais peu importe combien on en changeait, ça ne semblait pas faire de différence. Donc les fusibles principaux de la voiture, les gros, les méchants, se trouvent juste sous le tableau de bord avec le fusible pyro. Littéralement au fond. Dans un boîtier derrière. Ça veut dire qu'il faut démonter tout le tableau de bord pour les atteindre. Et ensuite, on ne saura pas si tout fonctionne avant d'avoir tout remonté. Ce qui est un peu idiot. C'est vraiment compliqué parce que on aura peut-être besoin de Porsche pour essayer de trouver ça, voir si on peut avoir une clé de la voiture, parce que ça pourrait être un problème en soi. Et est-ce qu'ils nous donneront une clé s'ils ne peuvent pas la programmer pour la voiture parce que le contact ne marche pas? Mais rien ne marche. Comme je l'ai découvert en travaillant sur la GT3, les fusibles principaux se trouvent juste derrière le tableau de bord, et il faut donc tout démonter pour y accéder. Et si certains sont grillés, alors on n'aura plus de courant pour rien d'autre dans la voiture. On n'a pas vraiment réussi à régler ça, mais comme on s'y attendait, la plupart des composants électriques ont leur propre volonté en ce moment. Donc on est un peu dans le flou jusqu'à ce qu'on retire le tableau de bord. Et une fois qu'on l'aura retiré, on pourra voir les fusibles principaux et les vérifier aussi. Mais je pense que la prochaine étape, c'est de passer à autre chose. Et ce qu'on n'a pas vu encore, c'est le dessous de la voiture. J'ai vu une photo d'elle échouée sur les rochers. Donc tout le dessous de la voiture pourrait être en mauvais état. La boîte de vitesse, le bas du moteur pourrait être hors service. Donc on part vraiment de zéro, on n'a même pas une bonne structure de base. Pour l'instant, on a une bonne aile et 2 bonnes portes, à peu près. Et si le moteur est complètement détruit quand on regarde en dessous, ça ne présage rien de bon pour moi. Allons à l'intérieur. Bon, même si la voiture est super abîmée, on a appris que le conducteur s'en est sorti. Apparemment, il a réussi à sortir de la voiture avant qu'elle ne tombe dans la rivière. Mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On va maintenant lever la voiture. Ok, t'es prêt? Pour voir s'il y a d'autres dégâts sous la voiture. C'est dingue si le moteur est fichu. Je ne pense pas que ça vaille la peine de le réparer. Regardez ça! Waouh! Mais, pour l'instant, tout va bien. Rien ne semble vraiment abîmé. Rien de grave. En fait, tous les plateaux inférieurs semblent intacts. Une partie de l'aérodynamique sous la voiture semble légèrement endommagée, mais ce n'est pas aussi grave que je le pensais. Donc, je crois qu'il y a de bonnes nouvelles. Il a des bras de suspension en fibre de carbone. Waouh! Oh, mec! Notre objectif principal ici, si on veut vraiment s'accrocher à quelque chose, c'est de voir si ce moteur est bon. Notre première étape sera donc de retirer le diffuseur arrière pour pouvoir accéder au bas du moteur. Et heureusement pour moi, ça a l'air correct. La prochaine étape consiste à retirer les sous-caissons qui recouvrent la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse automatique PDK. Elle n'est pas donnée. Ça a l'air bien. On enlève la telle. Jusqu'ici, ça a l'air pas mal en dessous. Le vrai test sera quand on débranchera l'un d'eux et qu'on verra combien d'eau s'écoule réellement. Je serais surpris qu'il n'y ait pas d'eau dedans, mais c'est impossible. Ce truc était complètement sous l'eau. En fait, ça avait l'air bien jusqu'ici. Jusqu'à ce qu'on enlève cette attelle cassée. De l'huile. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'huile qui sortirait? À moins qu'il soit trop rempli d'eau et que ça pousse l'huile vers l'extérieur. Il y a une fissure dans le carter. Oh! Et en bas de cette fissure, il y a un trou, non? C'est du plastique? Ouais. Oh ouais. C'est un trou. Oh, Suzy. Ça veut dire que ça va être rempli d'eau, c'est sûr. Donc, ça utilise toute l'électricité pour changer de vitesse. Et l'électricité et l'eau ne font pas vraiment bon ménage, donc... ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Ok. On avance et... on a un trou dans le carter de la boîte de vitesse. Donc, dans le meilleur des cas, on vide l'huile, on remplit avec de l'huile et tout fonctionne. Bon, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pour le moment, nous allons déterminer combien d'eau il y a dans le moteur. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de vidanger le carter. L'huile n'est pas censée se mélanger à l'eau. Et il ne devrait y avoir que de l'huile, au fond. Mais voyons voir.
Je le vois déjà. Oh non. Oh Où est l'huile? Attends une seconde. Oh non. Regarde ce qui sort là-bas. Oh mon Dieu. On dirait du fromage. On dirait du fromage. Tu sais, si on enlève le filtre à huile... Ouais, il y a de l'eau dans le filtre à huile. Est-ce que ça aurait pu rouler? Tu penses qu'il y a de l'eau partout, non? Mais c'était justement ce que j'allais faire ensuite, retirer le filtre à huile situé sous le moteur. Certains sont bons, et pourtant, il était plein d'eau. Oh, mince. Alors, le moteur est vraiment en mauvais état. Oh, il y a un peu d'huile. Donc, on a compris que quand on roule dans de l'eau, il y a de l'eau qui rentre dans le moteur. Maintenant, on doit... Bon, c'est pas terrible, mais on est vraiment curieux de voir jusqu'où ça va aller. Et si le moteur tournait pendant que ça s'est produit, ça pourrait vouloir dire que le moteur est juste... Eh bien, on pourrait encore le réparer, mais ça aurait causé beaucoup plus de dégâts que si il n'était pas en train de tourner. Les dégâts auraient été moins importants. Donc, je vais retirer cet échappement, car il semble plus facile d'accès que la bougie. Tout l'échappement est là. Juste ici, là. Et ça va me permettre d'accéder au cylindre. On devrait pouvoir voir toutes les soupapes s'il y a de l'eau dans le moteur, etc. Parce qu'on imagine qu'il y a probablement beaucoup d'eau dans l'échappement aussi. Donc, ça, c'est mon prochain objectif. Avoir autant d'eau dans le moteur, ce n'est pas grave tant qu'on arrive à tout vider avant de redémarrer. Le problème, c'est si l'eau était présente dans le moteur alors qu'il tournait. Si c'était le cas, une partie de l'eau aurait pu être aspirée dans le cylindre, et lorsque le piston remonterait lors de la course de compression, il ne pourrait pas comprimer de l'eau, ce qui causerait alors beaucoup de dégâts. Peut-être même tordre une bielle. Wow! Oh! Oh, 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 oh! C'était plein d'eau! Oh, 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 oh! Tu vois les soupapes d'échappement, là-haut? Elles n'ont pas l'air complètement rouillées, c'est bon signe. Mais ce côté est ouvert. Elles n'ont pas l'air complètement rouillées. Le fait qu'elles soient pas rouillées, c'est bien, c'est ce qu'on recherche. Si c'était rouillé, ce serait pas bon. Parce que quand les pistons montent et redescendent dans les cylindres, si il y a de la rouille, ça va rayer tous les cylindres. Et si les cylindres sont rayés, l'huile va passer à travers les pistons, ce qui va faire fumer le moteur et brûler l'huile. Ça va pas être bon, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rouille sur les soupapes. Mais ça, c'est juste les soupapes, on doit regarder à l'intérieur du cylindre. Donc en fait, les bougies sont toutes là-dessous. On va essayer de les retirer. Donc, je pense que ça va être ma prochaine étape. On n'est pas encore tout à fait tiré d'affaire. Même si le moteur ne tournait pas quand il y avait de l'eau à l'intérieur, ça peut quand même causer des dégâts à cause de la rouille. Maintenant, s'il y a de la rouille à l'arrière des soupapes, cela pourrait empêcher les soupapes de se positionner correctement lorsqu'elles sont remises en place, ce qui ferait perdre de la compression au moteur. Un autre endroit où il pourrait y avoir de la rouille, c'est à l'intérieur du cylindre. Et si c'est rouillé à l'intérieur du cylindre, comme je l'ai dit, si on essaie de faire tourner le moteur et qu'il y a de la rouille à l'intérieur, alors ça pourrait rayer tout l'intérieur du cylindre. Et ils sont usinés à la perfection. Si on les raye, encore une fois, on risque de perdre en compression. J'enlève les bougies d'allumage. Comme ça, on pourra peut-être passer une caméra par le trou de la bougie pour voir s'il y a de la rouille à l'intérieur du cylindre. Donc quand vous entrez le VIN du véhicule sur quart vertical, ce qui marche bien sûr au Royaume-Uni et aux États-Unis, on peut voir que d'une part cette voiture a été accidentée, ce qu'on sait, et que d'autre part elle n'a roulé qu'une 50aine de kilomètres, car elle était toute neuve. Mais le troisième point, c'est que cette voiture a été déclarée comme épave. À côté, on peut aussi voir l'historique complet de la voiture, quand elle a été achetée, quand elle a eu l'accident, et quand l'accident a été enregistré. Et enfin, quand je l'ai achetée, ce qui est vraiment inutile. Et parfois, quand vous achetez une voiture accidentée, il vous montre les photos des dégâts, lorsqu'elle a été mise aux enchères, sur le site web de vente aux enchères de voitures accidentées. C'est un outil super pratique quand on veut acheter une nouvelle voiture. Vous pouvez trouver plein d'infos sur son historique. Maintenant, mon père a sorti les bobines et ça n'a pas l'air terrible. Elles ont l'air bien mouillées. Une fois les bobines retirées, on peut commencer à retirer les bougies. Je commence par mon côté. Oh! Oh mon Dieu! Oh non! C'est juste de la condensation.
J'ai même pas encore retiré la bougie. C'est ça qui est sorti du trou de la bougie? Ouais. Je pense que ce moteur n'est pas bon, mec. Je l'ai même pas encore sorti. Ah, voilà. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh. Oh. Comment ça se présente dans le cylindre? Matt, est-ce qu'il y a une partie de cette voiture qui soit en bon état? Je commence à penser que j'ai gaspillé mon argent. Tu t'en rends compte que maintenant? N'oubliez pas que vous pouvez vérifier votre voiture ou celle d'un ami avec Car Vertical. Et vous pouvez le faire grâce au lien dans la description en utilisant le code MAT. Et j'espère que vous n'aurez pas autant de condensation qu'on a trouvé dans ça. À en juger par l'aspect de ces bougies, ça ne semble pas très bon à l'intérieur des cylindres. Vous pouvez voir à quel point l'une d'entre elles est rouillée. On va maintenant mettre ça dans le cylindre. Et on devrait pouvoir voir s'il y a de la rouille dedans. C'est parti, grand moment. C'est parti. On y est. Oh mon Dieu, c'est un lac! Il y a un poisson là-dedans. Oh mon Dieu, regardez, ça c'est un cylindre rouillé. Oh mon Dieu. Tout est sous l'eau. Ah non, c'est sous l'eau. C'est vraiment pas bon. Ouais. Ah, regarde, je suis sous l'eau. Il y a encore toute cette eau là-dedans. À l'aide, quelqu'un! Eh bien, au moins, cette voiture n'était même pas encore rodée. Ouais. Mais je crois que ça a fait l'affaire. Mais on ne peut pas retourner ça comme ça. Non, on va devoir voir si c'est à l'intérieur. Si tu mets un peu de d'ATF ou de Marvel Mystery Oil dedans et que tu laisses reposer, ça va ramollir un peu tout ça. Je veux dire, ce moteur n'avait jamais roulé. Non, je peux même lire le numéro sur le piston. Ça, c'est dingue. Regarde. Je peux même lire le numéro de pièce sur le piston. C'est dire à quel point c'est neuf. Regarde ça. Oh, c'est quoi tout ça? On dirait qu'il y a un peu de rouille sur les cylindres. Donc impossible de faire tourner ce moteur pour l'instant. On doit d'abord s'assurer qu'on a bien vidé toute l'eau, puis trouver un moyen de nettoyer la rouille. Et on ne sait toujours pas s'il y a des bielles tordues ou endommagées. Donc on commence par mettre un tuyau dans le trou de la bougie pour évacuer l'eau qui s'y trouve. Ensuite, on va devoir trouver un moyen d'enlever la rouille. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un moteur à 6 cylindres, 3 cylindres de chaque côté, et qu'il est à plat. Donc ça va être compliqué. Notre plan, c'est maintenant de descendre le moteur, puis de le mettre sur le côté pour pouvoir verser l'huile ou un additif sur les cylindres, qui, espérons-le, va imprégner les pistons et éliminer toute la rouille du cylindre. Puis, on va tourner le moteur dans l'autre sens et faire la même chose de ce côté. Et ensuite, on doit trouver un moyen d'atteindre l'arrière de tous les pistons pour pouvoir imprégner l'huile à l'arrière également. Comme ça, on pourra peut-être faire tourner le moteur sans rouille et sans abîmer le cylindre. Si c'est abîmé après ça, on devrait le démonter de toute façon. Mais espérons que non. C'est notre seule option. Bon, on enlève ce moteur et on verra ensuite. Pour le reste de la voiture, j'en suis vraiment au point mort pour l'instant. On essaye de ne pas y penser, on essaye de sauver l'une des pièces les plus chères, c'est-à-dire le moteur. Sortons-le. On n'a jamais fait ça avant. Alors, je pense qu'on devrait commencer ici. Allons-y. C'est ambitieux. Mais on n'abandonne pas encore. Si on arrive à sauver ce moteur et la boîte de vitesse, on a encore peut-être une chance. Mais pour atteindre le haut du moteur, on doit enlever l'aileron arrière et le petit spoiler becquet. Et même là, ce n'est pas facile d'y accéder. Si vous venez de découvrir notre chaîne et que vous aimez ce qu'on fait, c'est le moment idéal pour vous abonner. Ouais, regardez ça. C'est tout le système d'aileron arrière. Ça remonte dans les bras. Oh, bon sang, c'est dingue! Ouais! On a dû couper une partie du pare-choc arrière, parce qu'il était tellement abîmé qu'on n'arrivait pas à le retirer en enlevant les boulons. Regardez ça. Ça, c'est à cause de la compression dans ce sens. Ça a tordu tout le châssis. Oh, c'est vraiment pas bon. J'aurais vraiment pu ne rien acheter à ce moment. Avec le dos découvert, il y avait une chose qui me préoccupait un peu. Le CU du moteur. Je me souviens de la dernière fois. Il est juste au-dessus du moteur. Et si ce truc est mouillé, ce n'est pas bon.
Donc je vais d'abord essayer de l'enlever, puis on pourra voir ce que c'est. Ouais! Oh non. Donc c'est le CU, l'unité de contrôle du moteur. Normalement, ces boîtiers sont scellés. Ils ne sont pas très hermétiques, donc si on a un peu d'eau sur la voiture, ce n'est pas grave, mais ils ne sont pas vraiment faits pour être complètement immergés, et ça semble un peu humide. Ok, on va défaire ce petit boîtier. Tu penses que ça va être humide à l'intérieur? Je pense que oui. Je pense qu'il y a de l'eau qui est entrée dedans. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut en acheter un nouveau? Probablement. Je parie qu'il coûte pas cher. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est de la condensation. Oh non, c'est de la condensation laiteuse. Oh non. Mets-le au soleil. Ouais, tout va bien se passer. Ouais. Tu sais quoi? J'ai vu quelqu'un nettoyer un grille-pain dans un évier. Sur TikTok. Et il fonctionne toujours. Alors... on dirait que l'ECU a pris un peu l'eau. Mais ce n'est pas complètement grave. Et il peut être récupérable. Donc pour l'instant, on l'a ouvert. Et on va le mettre dehors pour le laisser sécher au soleil de Floride, avant même de penser à le remettre sous tension. Ensuite, on va remettre le moteur en place. On doit déconnecter tout ce qui relie le moteur à la voiture. On a le liquide de refroidissement, le carburant et l'électricité. On commence par les 2 tuyaux de liquide de refroidissement reliés au moteur. Alors, j'ai tout démonté ici, sauf les éléments reliés au réservoir de liquide de refroidissement, car ils sont trop enfoncés et je ne peux pas y accéder, donc je pense que si on baisse le moteur, ça devrait être déconnecté de ça. Ensuite, on doit desserrer les roues pendant qu'elle est au sol. Et n'oubliez pas que ces roues sont bien serrées. Elles sont juste maintenues par un seul écrou central, donc elles doivent être bien serrées. Et une roue avait l'air d'avoir survécu. Quant à l'autre... c'est super léger. Ouais, c'est léger. Oh, bon sang, regarde ça. Ouais, c'est la moitié d'une roue. Bien sûr que ça va être... C'était une roue en magnésium. Et on obtient ces roues quand on commande le pack Waysack avec la GT3 RS. On dirait que l'ancien proprio de cette voiture l'avait bien équipée. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps pour lui. Maintenant, on pense que pour retirer le moteur, le mieux est de tout redescendre avec le sous-châssis arrière. Donc ces câbles vont rester sur la voiture. Je vais d'abord déconnecter ceux-là, comme ça. On peut les retirer. L'étrier va descendre avec, ce qui veut dire qu'on doit aussi déconnecter la conduite de frein. Les freins ont l'air en bon état. Je suis en train de déconnecter les conduites de frein. Ensuite, je vais dévisser le boulon qui relie le moyeu de roue à l'amortisseur. Je passe ensuite sous la voiture et je dévisse les boulons qui fixent la boîte de vitesse au châssis. Après ça, je dois déconnecter le câble de vitesse qui va du levier de vitesse à la boîte de vitesse. Il faut aussi débrancher quelques fils électriques qui vont vers la boîte de vitesse. Maintenant, on peut se concentrer sur la descente du moteur, ce qui veut dire desserrer les boulons qui relient le support moteur au sous-châssis et les écrous ici qui relient le sous-châssis au châssis de la voiture. On ne veut pas encore les dévisser complètement, sinon le moteur tomberait par terre. Ensuite, je pourrais mettre une palette sous la voiture pour que le moteur repose dessus, abaisser la voiture, et une fois la voiture posée sur le sol, on peut commencer à retirer complètement ses écrous pour abaisser le sous-châssis sur la palette. Ces GT3 RS sont faites pour la piste. Donc retirer le moteur n'est pas trop compliqué. J'imagine que cela facilite l'entretien ou les réparations si jamais elle est endommagée sur le circuit. Ouais. Ok. Oh, on a de gros dégâts ici au niveau du collecteur d'admission. Ah ouais. Il y a un trou. Donc il pourrait y avoir du plastique dedans. Oh, super. On essaie toujours de voir le bon côté des choses. Notre moteur est encore un peu abîmé, mais on espère que ce n'est pas assez grave pour qu'il se casse. Donc, notre objectif principal est de survivre et de réanimer ce moteur. Ce qui veut dire que les pistons doivent pouvoir monter et descendre librement dans ce cylindre. C'est l'objectif principal. Pour ça, on doit mettre le moteur sur le côté parce que vous voyez bien que ce moteur est un peu différent. On appelle ça un 6 cylindres à plat. On va essayer de tourner ce moteur vers le haut maintenant. Ensuite, on pourra verser de l'huile dans le cylindre et le laisser reposer. Mais pour ça, on doit séparer cette boîte de vitesse du moteur. Puis on pourra le tourner dans ce sens. Notre première étape consiste à retirer cette boîte de vitesse. On espère aussi qu'elle est en bon état. Donc le moteur de l'ARS est sorti. Ce truc a l'air dingue. Je n'aurais jamais pensé de ma vie que je travaillerais sur un truc pareil. Et encore moins que j'en démonterais le moteur.
N'oubliez pas que je n'ai absolument aucune formation dans ce domaine, et que mon père n'a jamais travaillé sur un truc comme ça non plus. Tout ça, c'est complètement nouveau pour nous. Ok, voilà notre collecteur d'admission cassé. Pour le reste, ça a l'air comment? Oh ouais. Oh! Oh! C'est plein d'eau! Regardez ce qu'il y a là-dedans, les valves, elles sont censées être sèches. C'est de l'eau? Pourquoi est-ce que c'est tout orange? Oh, c'est de l'eau, c'est de la rouille. Oh non! Regarde ça, tout ça c'est de la rouille. Oh non! Pourquoi vous trouvez ça drôle? Ça n'a pas l'air bon pour les valves. Elles sont recouvertes d'eau. Mais maintenant, je passe de l'autre côté du moteur pour enlever ce côté du collecteur d'admission et on verra ce qu'il en est là-bas. Mais j'imagine que ce sera similaire. Oh, ça fait tellement longtemps. Et même là, regarde, celui-là. Celui-là. Oh. Oh. J'ai retiré l'échappement du moteur pour qu'on puisse accéder à l'avant. Pendant que je faisais ça, mon père s'occupait de séparer la boîte de vitesse du moteur, en dévissant les boulons du carter d'embrayage, puis en dévissant les boulons qui relient l'arbre de transmission à la boîte de vitesse. Après ça, on peut commencer à retirer la boîte de vitesse du moteur. Comme prévu, il semble y avoir un peu d'eau à l'intérieur. Mais on espère qu'en vidant la boîte de vitesse et en la remplissant d'huile, ça ira. La boîte de vitesse est démontée. La prochaine chose que je vais enlever, c'est ce gros plastique, qui, d'après ce que j'ai compris, sert à stocker toute l'huile de la voiture. Toute l'huile n'est pas dans le carter, comme dans une voiture normale. C'est un carter sec, donc toute l'huile est stockée ici, ce qui lui donne un meilleur équilibre et empêche les projections, etc. Et c'est en plastique, donc je vais enlever ça aussi. D'ailleurs, ça doit être plein d'eau. Donc la dernière chose à faire quand on remplit le réservoir d'essence, en espérant que ça marche, c'est de ne pas mettre d'eau là-dedans. D'accord. Oh! C'est laiteux. Ok, maintenant, on peut bosser sur le moteur. On doit maintenant installer ce moteur là-dessus. Voici notre technique peu orthodoxe. On soulève le moteur avec l'aide de Rex et Matt. Et avec un peu de chance, on pourra le soulever suffisamment pour mettre des boulons avec le support moteur à l'endroit où la boîte de vitesse se connecte habituellement. Donc, on a calé ces volets papillons pour pouvoir faire tourner le moteur à 360 degrés. Et avec un peu de chance, l'eau va s'écouler de cette zone. Et une fois qu'on aura fait ça, on va le retourner à 90 degrés et laisser un peu de liquide dans les trous de bougie. L'eau sort, ça coule. Ça sort du cylindre. Ce moteur a l'air complètement dingue. Oh, regardez ça. Oh, mon Dieu. Oh, bon sang, les chutes du Niagara. Oh, mon Dieu. Voilà. Tant que c'est à l'envers, on doit aussi accéder au-dessous pour les pistons. Et la seule façon de faire ça, c'est d'essayer d'enlever ça. On ne sait pas vraiment si ça va marcher, mais on va enlever ça et avec un peu de chance, on pourra voir le vilebrequin. C'est prometteur. On verra bien. Ce qu'on essaye d'atteindre ici, c'est le vilebrequin. Et sur un 6 cylindres à plat, il est juste au milieu du moteur. Si on arrive à atteindre ça, on pourra voir le dessous des pistons. Donc, j'espère qu'en démontant tout ce qui se trouve au milieu de ce moteur, on pourra enfin le voir. On enlève le refroidisseur d'huile, puis quelques conduites d'huile. Je peux ensuite commencer à dévisser ce carter inférieur, et enfin, le retirer. On n'a pas vu grand-chose ici. On aperçoit à peine le vilebrequin à travers. Mais ça, là, je pense que ça fait partie de la pompe à huile, parce qu'il y a une chaîne dessus. Si on enlève ça, ça devrait aller. C'est pas synchronisé. C'est juste une chaîne constante. Je suis en train de dévisser le boulon qui maintient le pignon et la chaîne à la pompe à huile. J'espère qu'on pourra le remettre en place quand on remontera le tout. Mon père met des attaches en plastique sur le pignon de la chaîne pour l'empêcher de tomber ou de bouger sur le pignon. Cette partie-là recouvre maintenant le vilebrequin et tout le bas des bielles qui ne semblent pas rouillés ni secs, c'est plutôt bon signe. Cette chose ici, on ne sait pas trop ce que c'est, on dirait une sorte de berceau. Ou de déflecteur, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le monde du sport, parce qu'on obtient un carter déviateur qui empêche l'huile d'atteindre le bas du vilebrequin, si on veut être précis et technique.
Et je vais l'enlever, parce que je suis impatient de le faire, car on va pouvoir voir beaucoup mieux la manivelle. Ouais. Ouais! Regardez ça! Regardez ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment dur à expliquer, parce que sur un moteur normal, on n'a pas seulement ça. Donc ce serait juste vers le haut, ici. Mais c'est comme s'ils avaient ajouté un autre moteur au bas du moteur. C'est pour ça qu'on appelle ça un 6 cylindres à plat, parce qu'il y a 6 cylindres ici et 6 cylindres là. Et c'est plat, mon pote. C'est pas ça, il y a 3 cylindres ici et Ah 3 là. oui, désolé, ouais. Il y en a 3 ici et 3 ici, ce qui fait 6. Et c'est plat, c'est pour ça qu'on l'appelle plat. Quand tu construis ces moteurs, ce carter se sépare en deux, ce qui est aussi complètement dingue. Mais on espère vraiment ne jamais avoir à le faire. On espère qu'on n'aura plus jamais à démonter autant ce moteur. Et la seule façon de sauver ça maintenant, c'est parce que, regardez, vous pouvez voir ici, ce sont les bielles et les pistons qui vont jusqu'au cylindre là-bas. Donc on peut voir l'arrière de ces pistons, ce qui, en soi, est une assez bonne nouvelle. Donc maintenant, on espère pouvoir tourner ce moteur pendant la nuit, pour qu'il tourne à 90 degrés dans cette direction, en laissant le bas des pistons trempé dans l'huile, et le haut du cylindre trempé dans l'huile également. Et puis l'autre soir, on l'a retourné, et on l'a laissé tremper dans l'huile. Ensuite, on aurait dû tremper le haut du piston dans l'huile, et le bas du piston dans l'huile aussi. On aurait dû faire couler l'huile dans les cylindres, pour enlever la rouille, et ensuite, avec un peu de chance, on pourra faire tourner le moteur sans abîmer les cylindres. Et pour savoir si les cylindres sont abîmés ou pas, on pourra le voir quand on aura tout remonté. Qu'on le démarre et qu'on teste la compression de chaque cylindre. Et si chaque cylindre a la même compression, ça veut dire qu'on est bon. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a rayé un des alaisages. Ce qui veut dire qu'on va avoir une fuite. Une fuite, un soufflage ou quelque chose comme ça, c'est ça. On est maintenant là où on voulait être. Et pour être honnête, ça a l'air plutôt correct. Toutes les bielles semblent droites. Donc je ne pense pas que ce moteur tournait quand il est tombé à l'eau. Et rien ne semble rouillé ici. C'est donc le moment de retourner le moteur vers le haut et d'enlever le plus d'eau possible. Ensuite, j'utilise ce produit appelé Marvel Mystery Oil, qui est censé éliminer la rouille et lubrifier toute la partie inférieure des pistons qui se trouve à l'intérieur des cylindres. J'utilise juste une seringue pour aspirer le produit du récipient, puis je l'injecte dans les cylindres. J'ai fini le bas. Et maintenant, je verse le produit dans le trou de la bougie avec un peu de WD-40 qui sert bien sûr à déloger l'eau. Tout ça devrait aider à enlever la rouille. Ok, on laisse ça toute la nuit et on viendra pour faire l'autre côté. Et deuxième jour, on l'a laissé tremper. Maintenant, on doit aspirer tout ça, retourner le tout et faire la même chose de l'autre côté. Mais je trouve que ça a l'air bien. En fait, ça a l'air vraiment bien. Ça n'a plus l'air aussi rouillé. Mais on verra bien. Avant de le retourner, je vide tout le liquide en trop qu'on a pompé la veille. Et une fois qu'on aura retiré tout ce qu'on peut, mon père et moi pourrons remettre le moteur dans l'autre sens. Et ensuite, on s'occupe des 3 autres cylindres en faisant exactement la même chose de l'autre côté. En versant un peu d'huile par le trou de la bougie pour qu'elle se dépose sur le piston, puis en la versant dans le carter pour qu'elle se dépose au fond. J'espère que ça va marcher. Maintenant, tout le liquide se trouve dans la partie supérieure du moteur et dans la partie inférieure de cette autre partie du moteur. Donc avec un peu de chance, demain, on pourra voir si toute la rouille a été éliminée et on pourra le remettre en marche. Et voir si on a finalement un moteur à peu près correct. Mais ça ne résout pas ce problème. Donc, cette 992 GT3 RS m'a coûté 100 000 $. Et on a du mal à trouver un seul aspect positif pour le moment, en espérant que le moteur et la boîte de vitesse vont tenir le coup. Donc ça nous laisse quelques options. Option numéro 1, qui me semblait être la meilleure option, était de complètement supprimer cette coque et d'en créer une toute nouvelle, parce qu'il y a des dégâts à l'arrière, dans la structure interne, la structure extérieure, le pare-choc avant, le toit, les montants A. Donc si on peut trouver une toute nouvelle coque et la remplacer, je pensais que ce serait la meilleure option. Comme ça, on pourrait repartir de zéro. Le problème, c'est que j'ai contacté Porsche aux États-Unis. Ils ne voulaient pas me vendre une nouvelle coque, parce qu'ils fabriquent trop de voitures dans leur forme complète pour retirer une carrosserie de la chaîne de production et me la vendre. Je me suis donc retrouvé à contacter Porsche au Royaume-Uni. Et là,
C'était à peu près la même histoire. Il ne voulait pas me vendre une coque, parce qu'il n'en fabrique que pour des voitures de 2025. Donc ils ne vendent pas de carrosserie 2025 pour une personne qui a une voiture de 2024. Car ce qui se passe, c'est que j'achèterai en gros une voiture plus récente. Il ne nous reste donc qu'une seule option, essayer de trouver une carrosserie d'occasion ou tenter de réparer celle-ci. Ce qui est pour le moins un projet ambitieux. Et je suppose que tout dépend aussi de l'état du moteur et de la boîte de vitesse. Parce que là, on aurait pu dépenser 130 000 livres pour quelque chose qui est bon pour la casse. Mais dites-moi si vous pensez que ça vaut le coup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace out. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Je sais pas.